l'émission radio d'InfoJeunes Bruxelles. Bonjour à tous, vous écoutez la Jury Clique sur Radio Panique 105.4, l'émission d'InfoJeunes Bruxelles qui décrypte vos droits. Ce mois-ci, c'est une émission consacrée à la démocratie et à la participation citoyenne, rien que ça. Donc la question de la citoyenneté occupe une place assez importante chez InfoJeunes Bruxelles, puisqu'une de nos missions principales est de former ce qu'on appelle des cracks, c'est-à-dire des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. C'est aussi une thématique qui résonne pas mal dans l'actualité, au vu des événements qui se produisent en Europe. Et petite mention pour la France, où là, on assiste à pas mal de débats justement sur c'est quoi une démocratie, comment se faire entendre, etc. Questionnements qui sont très actuels. On débutera l'émission par cette question, donc qu'est-ce qui définit une démocratie ? On vous fera également découvrir le projet Quand les jeunes se mêlent de politique, et on écoutera les témoignages de plusieurs jeunes qui ont participé à ce projet. Et puis, on verra ensemble quelles sont les différentes voies par lesquelles nous, citoyens, on peut se faire entendre, comme la pétition, le droit de grève, la manifestation et la désobéissance civile. Alors, on parlera aussi d'initiatives visant à améliorer le dialogue entre les citoyens et les politiques, comme les commissions délibératives ou les tirages au sort. En bref, on évoquera différentes manières de participer et de s'engager à son échelle. Alors aujourd'hui, autour de cette table, et qui ont travaillé à la préparation de cette émission, nous retrouvons plusieurs informateurs de l'équipe d'InfoJeunes Bruxelles. Salut Daïma. Bonjour. François. Salut. Mel. Salut. Thomas à la technique. Salut Thomas. Et on a aussi aujourd'hui, pour la première fois, un invité, Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Qui a accepté de venir nous parler de désobéissance civile et qui lui-même est un militant du climat qui a déjà expérimenté quelques formes de désobéissance civile. Alors, on commence tout de suite avec Daïma pour parler de la démocratie en Belgique et de ses caractéristiques. Alors, dans notre pays, les citoyens sont d'office amenés à participer à la vie politique puisque nous votons pour élire nos représentants au Parlement. Daïma, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en Belgique, on a opté pour un régime politique qu'on appelle la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi ? Basiquement, c'est un régime où le peuple a la souveraineté politique, c'est-à-dire qu'il a l'autorité suprême dans le pays et doit prendre les décisions politiques. Bon, évidemment, c'est compliqué à 11 millions de citoyens de prendre toutes les décisions politiques. On a donc choisi de fonctionner avec une démocratie représentative. Concrètement, le peuple va élire des représentants qui vont former des assemblées qu'on appelle des parlements. Et ces parlements vont être chargés de voter les lois. Le peuple est souverain, mais il exerce son pouvoir à travers des représentants. Alors que dans un système de démocratie qu'on appelle direct, les citoyens votent directement pour prendre une décision, par exemple via des référendums. Ok, mais un petit détail moi qui me chiffonne, parce qu'en Belgique on a un roi. Alors, est-ce qu'on peut être une démocratie avec un roi ? Alors, c'est vrai qu'en Belgique, on est aussi une monarchie. Donc, le chef de l'État est un roi qui n'est pas élu. Mais en fait, en Belgique, il n'est pas question que le roi dirige lui-même le pays et prenne les décisions. Son pouvoir est essentiellement symbolique, en fait. Les parlements votent les lois et les gouvernements les mettent en œuvre. Le roi ne prend pas de décision politique et va en fait suivre la ligne du gouvernement en général. Petite parenthèse, t'as peut-être remarqué que j'ai parlé des gouvernements et des parlements au pluriel, parce qu'en Belgique, on a un État fédéral avec plusieurs niveaux de pouvoir. Donc, on a plusieurs parlements et gouvernements au niveau fédéral, régional et communautaire qui votent les lois et mettent en œuvre ces lois dans leur champ de compétences. Alors, justement, à propos des gouvernements, le gouvernement a beaucoup de pouvoir et pourtant, il n'est pas directement élu par les citoyens, contrairement au Parlement. Effectivement, mais sa composition est quand même liée au résultat des élections. En fait, la composition du gouvernement en Belgique, elle est négociée entre les partis qui ont des membres élus aux élections. Donc, les partis qui ont été élus s'accordent entre eux pour former un gouvernement et quand ils sont d'accord, ils forment ce qu'on appelle une coalition de partis. Les partis de la coalition vont décider des personnes qui vont être désignées comme ministres. Et ensuite, les parlementaires vont voter pour accorder leur confiance à ce nouveau gouvernement. Et par ce vote, le Parlement va marquer vraiment son soutien au gouvernement. Et puis, si à un moment, le Parlement n'est plus d'accord avec l'action du gouvernement, il peut voter une motion de méfiance. Dans ce cas, soit on remplace les membres du gouvernement par d'autres, soit carrément on fait tomber le gouvernement et ça mène à de nouvelles élections. En conclusion, on ne vote pas directement pour le gouvernement, mais le résultat des élections et la composition du Parlement va avoir un impact sur la formation du gouvernement et le contrôle de son action. D'accord, mais pour qu'un pays soit considéré comme démocratique, il ne suffit pas que des élections soient organisées et qu'il y ait un Parlement qui vote les lois. Non, en effet. Bon, d'abord, petite parenthèse. La définition de ce qu'est une démocratie, c'est pas figé. Tout le monde n'a pas forcément exactement la même définition et elle peut évoluer avec le temps. Donc là, je vais expliquer ce qu'on considère en général en Belgique comme étant les conditions nécessaires à un régime démocratique. Tout d'abord, il faut qu'on soit dans un état de droit.
Un État de droit, c'est un État où les lois s'appliquent à tous, y compris à ceux qui ont le pouvoir politique. Autrement dit, les autorités ont des pouvoirs limités et doivent respecter le droit. C'est dans le cas dans notre pays. L'État lui-même peut être condamné en justice s'il ne respecte pas la loi, et ça a été le cas dernièrement quand le gouvernement a été condamné parce qu'il n'accueille pas convenablement les demandeurs d'asile. Alors en Belgique, on a adopté très vite une constitution dès 1831, quelques mois après l'indépendance du pays. Et c'est la constitution, le texte juridique le plus important au niveau national, qui va énoncer les règles pour délimiter les pouvoirs de chaque autorité, y compris du roi, et donc va baliser la manière dont on va exercer le pouvoir. Donc ça, c'est l'état de droit. Alors il y a une deuxième condition pour être dans un régime démocratique, c'est la séparation des 3 grands pouvoirs. On a séparé le pouvoir d'adopter les lois, qui revient essentiellement au Parlement, celui d'exécuter les lois qui est au gouvernement, et le pouvoir judiciaire qui règle et tranche les conflits et contrôle l'application des lois. L'objectif de cette séparation de pouvoir, c'est que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés dans une seule main, ce qui peut évidemment mener à des dérives, à des abus. Et si on les sépare, on crée des contre-pouvoirs qui peuvent s'équilibrer et se contrôler les uns les autres. Une troisième grande condition pour être dans un régime démocratique, c'est un suffrage universel. Donc concrètement, c'est que tous les citoyens puissent voter sans distinction de genre, de fortune, de race, etc. etc. Donc chacun doit avoir la même voix. Il faut savoir qu'au début de l'histoire de la Belgique, seuls les hommes les plus riches pouvaient voter, et donc on ne peut pas parler de régime démocratique au début de la Belgique. Il faut savoir, les femmes, elles peuvent voter seulement depuis 1948 en Belgique. Aujourd'hui, tous les hommes et les femmes qui ont la nationalité belge et qui sont majeurs ont le droit de vote. Alors c'est pas tout. Il faut aussi qu'on puisse élire nos représentants, mais pour un temps déterminé, et qu'il y ait régulièrement des élections. Donc l'idée, c'est pas d'élire quelqu'un qui reste au pouvoir toute sa vie et qui ne soit pas expressément réélu régulièrement. Donc en Belgique, on vote tous les 5 ans, au fédéral, régional et communautaire. Et donc le but, c'est que la population puisse remplacer ses représentants s'ils ne sont pas d'accord avec leur action. Bien sûr, il faut aussi que les élections soient libres. Donc les électeurs doivent pouvoir voter pour qui ils souhaitent. Et il faut aussi qu'ils puissent avoir un véritable choix qui soit garanti, qu'il y ait plusieurs candidats qui représentent des opinions différentes, plusieurs partis, etc. Très important aussi, il faut que le vote soit secret pour que chaque citoyen puisse réellement être libre de voter pour qu'il souhaite sans pression. C'est pour ça qu'on a des bulletins de vote qui sont anonymes et qu'on les remplit dans 10 isoloirs pour que personne ne puisse voir pour qui on vote. Et puis on considère aussi que pour être dans une réelle démocratie, et ça c'est un point très important, il faut que tous les citoyens soient égaux en droit et qu'on garantisse les droits et libertés fondamentales. Et donc la Constitution belge qui délimite les différents pouvoirs protège aussi les droits fondamentaux des citoyens comme le principe d'égalité, le droit à la liberté d'expression, la liberté de s'associer, de se réunir et de se rassembler, la liberté de la presse, la liberté de culte. En fait, pour considérer qu'on est dans un régime démocratique, il faut que la diversité des opinions puisse s'exprimer, qu'il puisse y avoir des contre-pouvoirs, une vraie opposition, que la presse puisse informer le public de ce qui se passe et que les minorités soient protégées. Parce qu'on sent bien que sans liberté d'expression, d'association, on peut difficilement parler de démocratie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en Belgique, on est dans une parfaite démocratie selon les définitions que tu viens de nous expliquer? On considère en général que la Belgique est un régime démocratique et tout ce que je viens d'expliquer est rempli, avec évidemment des critiques qu'on peut faire. Typiquement, l'État belge qui a été condamné pour son accueil des demandeurs d'asile ne respecte pas la loi et ne respecte pas forcément les décisions des juges, donc il peut y avoir des critiques. On peut toujours évidemment vouloir changer le système, et donc il y a plein de critiques qu'on pourrait faire sur le système belge. Par exemple, il y en a qui trouvent que les partis politiques en Belgique, et particulièrement les présidents de partis, ont trop de pouvoir. D'autres voudraient abolir la monarchie et faire une république où le chef d'État serait un président élu. D'autres, ils vont critiquer le système de répartition des voix après les élections. On voudrait qu'on puisse élire directement le Premier ministre. Il y a aussi certains qui estiment qu'il faudrait plus de mécanismes de démocratie directe, par exemple plus de référendums, qu'on ne devrait pas voter seulement tous les 5 ans. Il y en a aussi qui pensent que le système représentatif n'est pas vraiment représentatif de la société parce qu'on retrouve dans des parlements plutôt les classes dominantes, on retrouve en majorité des hommes, des personnes plus âgées, des personnes blanches, ayant beaucoup de moyens ou un haut niveau d'études et que ça ne représente pas vraiment la société belge. D'autres pensent carrément aussi que la démocratie n'est pas le meilleur système. Bref. Non, on dit souvent que c'est pas le meilleur mais que c'est le moins pire. Ouais, Phrase qu'on entend très souvent. En tout cas, on dit que grâce à la liberté d'expression et le fait de pouvoir voter, etc., c'est aussi un système qu'on peut changer, qui prévoit qu'il peut être changé. Donc voilà, il a déjà beaucoup changé en fait, puisque quand on reprend en 1831, il y avait la séparation des pouvoirs, il y avait des élections, mais qui n'étaient pas accessibles à tout le monde, comme on l'a dit, quand les femmes n'ont pu voter qu'en 1948. Par exemple, la grève était un délit jusqu'en 1921, et évidemment, on le sait, la Belgique était un pays colonial jusqu'en 1960, donc on avait une partie de la population belge, c'est-à-dire les Congolais, qui en fait étaient discriminés, n'avaient pas les mêmes droits, n'avaient pas le droit de vote, donc évidemment, on voit qu'on vient de loin et qu'on améliore le système, donc on peut espérer qu'on va encore continuer à améliorer notre système.
Merci pour toutes ces explications concises et très claires sur qu'est-ce qu'une démocratie. On va faire déjà une première pause. On va écouter Nouvelle Vague avec le morceau Making Plan for Nigel. Vous êtes sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez La Jury Click. À tout de suite. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez La Jury Click, qui est l'émission d'Info-Jeune Bruxelles qui décrypte vos droits. Alors, on l'a déjà dit dans la première partie de l'émission, en démocratie, le peuple est souverain. Ça veut dire que le pouvoir de décision appartient en principe au peuple. En Belgique, nous sommes dans une démocratie représentative et la population ne prend pas directement les décisions, mais vote pour des personnes qui vont la représenter au sein d'un parlement. Alors, cependant, dans une démocratie, le peuple peut faire entendre sa voix par d'autres moyens que via les élections. Dans la suite de l'émission, on va explorer certains moyens qu'on peut utiliser pour participer, s'engager en tant que citoyen, autrement qu'en allant voter pour nos représentants. Avant d'en parler, on voulait donner la parole à des jeunes citoyens, car le 6 avril dernier, on a rencontré des élèves du 3e degré du secondaire. On leur a demandé d'abord pourquoi c'était important pour eux de pouvoir donner leur avis et de participer comme citoyens en dehors des élections. Puis on leur a demandé comment ils pourraient peut-être un jour s'engager ou comment ils se sont déjà engagés en tant que citoyens. Je vous propose de les écouter tout de suite. En fait, on a le droit, on est libre, on est tous libres et en plus, on a tous droit à la parole. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on a le droit de défendre nos opinions, notre perception de voir les choses et de dire ce qu'on a envie de dire. En tant que jeune, de pouvoir parler et de pouvoir dire notre avis, parce que dans la société qu'on est occupé de construire, c'est nous les prochains adultes, donc je pense que c'est vraiment important.
J'ai déjà participé aux manifestations pour le climat ou pour les droits de la femme, etc. Bah oui, c'est important de donner son avis, surtout pour nous qui sont encore adolescents, quoi, de montrer aussi notre opinion et donc peut-être aussi de pouvoir faire changer certaines choses et que pas avoir tout le temps, on va dire, un avis d'adulte qui voit le monde d'une autre façon que nous. Et donc oui, je pense que c'est important de parler aussi un peu de politique et de voir nos avis. Avec ma famille, de temps en temps, on participe à des associations comme l'opération Thermos. On va donner à manger à des personnes démunies. On essaie de faire pas mal de petites aides comme ça pour essayer d'aider au mieux les personnes. Mais, surtout plus être actif déjà, vu que tout se passe ces temps-ci sur les réseaux sociaux et aussi les manifestations. Bah, on va dire que je suis un jeune, j'ai 17 ans, je vais bientôt être majeur, je vais bientôt rentrer dans la vie active et si on fait pas entendre notre voix ou qu'on on va dire revendique pas ce qu'on aimerait bien et pour que ce soit quelque chose de plus juste et plus équitable pour tout le monde, bah je pense que nous on va pas pouvoir forcément s'en sortir dans la vie d'après et comme on a beaucoup tendance à nous le répéter, on est les jeunes de demain et pour moi là-dedans le demain il est très important. Parce que c'est sur notre génération qu'on va pouvoir faire développer le pays et peut-être l'amener, prendre l'exemple d'un jeu vidéo, passer le niveau suivant. On peut peut-être y accéder si on est tous ensemble et qu'on y va, quoi, et qu'on reste pas bloqué sur des principes d'il y a X années qui commencent réellement à être dépassés et qu'on essaie de réfléchir correctement à la vie quotidienne et pas à ce que les politiques peuvent penser et peuvent dire ah oui ça c'est bien mais pour eux et pas pour le peuple et du coup voilà pourquoi c'est important pour moi de participer à la vie politique. Parce que là on vote pas, on parle directement et ça permet d'avoir l'avis de la population directement. Parce qu'un vote, des fois, ça ne montre pas notre avis à nous directement. Alors, les jeunes que vous venez d'entendre participer cette année au projet « Quand les jeunes se mêlent de politique ». François, tu participais aussi à ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? En effet, Juliette, cette année, Fort Jeune Bruxelles a participé à ce projet interécole d'éducation à la citoyenneté et au débat qu'on a appelé « Quand les jeunes se mêlent de politique ». Il est organisé conjointement par l'ULB, Lucie Louvain, Jeunes et Citoyens, le Musée Bellevue, le Comité des élèves francophones et Fort Jeune Bruxelles, qui ont formé le collectif Débagora, et c'est financé par la Fondation Bernheim. 350 élèves bruxellois du 3e degré du secondaire, qui proviennent de 9 écoles différentes quand même, ont participé à ce projet pendant toute l'année scolaire 2022-2023. L'idée, c'était que pendant cette année, les élèves s'informent, réfléchissent, débattent par petits groupes autour d'un sujet en lien avec les inégalités dans la société. Et donc tout au long de l'année, ils ont travaillé en classe, échangé avec d'autres élèves participants, rencontré des spécialistes, des hommes et femmes politiques, pour nourrir leurs réflexions, avec comme objectif final qu'au terme de ce processus, ils puissent s'exprimer en public pour donner leur avis, sensibiliser sur leurs thématiques, formuler des revendications ou encore proposer des solutions. Et donc, comme on l'a dit, l'événement final a eu lieu le 6 avril dernier, et il y a 11 groupes de jeunes qui ont pris la parole au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui ont exprimé leurs revendications devant un petit groupe de parlementaires de différentes couleurs politiques. Ensuite, il y avait une grande exposition qui était organisée au musée Bellevue et au BIP. On pouvait y découvrir les idées, les revendications des jeunes à travers leurs différentes réalisations. Il y avait des vidéos, des podcasts, des œuvres artistiques comme de la peinture, sculpture, slam, BD, mais aussi des affiches, des flyers, etc. Lors de cette exposition, nous sommes allés à la rencontre des élèves participants, comme on l'a déjà entendu à l'instant, mais on leur a aussi demandé quel message ils ont voulu faire passer, par quels moyens et pourquoi ils ont choisi ce mode d'expression. Donc je vous propose maintenant d'entendre les réponses de 6 d'entre eux, Lola, Lou, Océane, Milka, Joseph et Dalia. Bonjour, je m'appelle Lola et j'ai 16 ans. Donc nous, notre message, c'était sur les inégalités pour l'accès aux hauts postes à responsabilité pour les femmes et les hommes. Et on voulait parler du fait que les hommes accèdent plus facilement à des très hauts postes que les femmes en raison de plusieurs inégalités.
On a fait des poteries, des sculptures avec des petites statues d'hommes et de femmes et on montre que les hommes ils portent un plateau où il y a de l'argent parce qu'ils accèdent à ces hauts postes et donc ils accèdent aussi à la richesse quelque part. Et les femmes, elles portent un bébé parce que c'est souvent une injonction auquel elles sont soumises qui va les empêcher quelque part d'atteindre ces hauts postes à cause de la maternité. Alors je m'appelle Lou et j'ai 16 ans aussi. Je trouve que l'art, c'est une bonne manière de faire passer des messages parce que, justement, l'art, c'est un autre moyen et une autre façon de toucher des gens qui, peut-être par la parole, vont être, se sentir moins concernés, etc. Alors qu'une peinture, ils peuvent ressentir plus d'émotions ou une sculpture, justement, c'est plus concret. Ils vont peut-être mieux comprendre le message qu'on souhaite faire passer. Je m'appelle Océane et j'ai 17 ans. Et en fait, le message qu'on a voulu faire passer, c'est surtout qu'il faudrait arrêter de se baser sur des préjugés pour accueillir les gens, vu que notre projet se tournait autour de l'accueil, par exemple, des Ukrainiens, comment ça s'est passé, toutes les aides qu'ils ont eues, et pourtant il y a plein d'autres personnes qui sont là et ils n'ont pas la même sorte d'aide. Du coup, on a choisi de faire un podcast et dans le podcast, on faisait une sorte de débat, donc du coup, c'était pas du tout préparé et on disait vraiment tout ce qui nous passait par la tête et c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments-là qu'on sait que tout ce qu'on dit est vrai, quoi. Ben, le podcast, on a directement l'expression des gens. Je ne sais pas si ça se dit, mais on voit directement ce qu'ils pensent, on entend directement ce qu'ils pensent. Bonjour, je m'appelle Milka et j'ai 22 ans. Ben, ma classe et moi, on a voulu couper toute discrimination. En fait, je pense que c'est global, mais là, ce qu'on a fait, c'était par rapport à quand on recherche du travail. Il y a des jeunes qui cherchent du travail, mais qui n'en ont pas. Tout le monde peut travailler en fait. Tout le monde, qu'on soit blanc, noir, voilé, on a le droit de travailler. On a le droit, sinon comment on va payer nos factures, sinon on devient SDF. En faisant un film qu'on peut se voir à travers. J'étais pas là pour le choix du film, la vérité, mais je pense que c'est parce que tous les jeunes sont scotchés sur leur téléphone, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, sur Netflix. Et on aime bien regarder des films, on aime bien se voir à travers les films. On se dit, ah ça nous parle, ça nous parle pas. Ah ça c'est moi, non, plus tard j'aimerais être comme ça. Et là, avec ce film-là, on peut se voir à travers. Donc je m'appelle Joseph Crony et j'ai 20 ans. Donc notre message c'était sensibiliser à propos de la taxe rose. J'ai pris la parole en étant un garçon pour sensibiliser la taxe rose qui répercute sur les femmes essentiellement. Donc on a déjà choisi l'interpellation parlementaire pour atteindre un objectif, enfin toucher un peu plus les personnes plus haut placées. Oui, c'était très chouette, ils étaient très engagés. Il y avait une madame, mais j'ai oublié son prénom, mais elle était très engagée là-dessus et elle a pris mes coordonnées et on va faire en sorte de faire venir ça au Parlement fédéral pour faire avancer les choses et donc abolir la taxe rose. Et là maintenant, on a fait des affiches et des flyers qu'on va distribuer pour sensibiliser un peu tout le monde parce que tout le monde ne connaît pas la taxe rose. Je m'appelle Dalia et j'ai 16 ans. On a voulu parler de la différence du traitement d'accueil des migrants en Belgique. On a utilisé l'interpellation politique, donc c'est-à-dire un discours qu'on a récité devant des politiciens. Ça s'est passé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans un des hémicycles. Oui, j'ai vraiment l'impression que notre message est passé, que nos demandes et nos problèmes ont été entendus et que ça a une répercussion et j'espère que ça aura des répercussions après au niveau politique. Voilà, on vient donc d'entendre les interviews des jeunes participants à l'événement Débagora. Juste une question, François, c'est la combienième édition? Est-ce qu'il y en aura une nouvelle? Donc c'est la première édition et la Fondation Berlin nous a financé pour 3 ans. Donc l'année prochaine, il y a une nouvelle édition. Si des enseignants nous écoutent, le thème sera la place des jeunes dans la ville. C'est le moment de postuler. N'importe quelle école, n'importe quel enseignant. N'importe quelle école bruxelloise, pour l'instant uniquement bruxelloise. Et on fait une mixité entre l'enseignement de transition et l'enseignement qualifiant. On essaye d'avoir des jeunes de tout profil. Et les jeunes, vous les sentez mobilisés par ces questions? Ça dépend lesquels, mais quand même, oui. Quand même, une grosse majorité de jeunes étaient bien impliqués dans le projet. C'est très chouette. Merci pour cette explication sur le projet Débagora. On va faire une nouvelle pause musicale. On va écouter La Femme avec le titre Va. On se retrouve tout de suite après sur Radio Panique 105.4.
C'était donc La Femme avec le morceau Va. Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez la Jury Clique avec ce mois-ci thématique sur la démocratie. Donc on va enchaîner. On a déjà entendu plusieurs façons de défendre une cause. Là, par exemple, qui ont été cités par les jeunes, donc sur le thème des inégalités. Donc, on a vu qu'ils ont utilisé le film, la sculpture, etc., différentes expressions artistiques. Je vous propose de découvrir maintenant d'autres manières de participer au débat public avec François et Mélanie. Alors, on démarre avec toi, Mel, et on va parler tout simplement de la manifestation. Bien oui, les manifestations qui font l'actualité. Donc, manifester, c'est se réunir dans l'espace public pour exprimer une opinion de manière collective, marquer son désaccord ou au contraire son soutien. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que le droit de manifester, c'est un droit fondamental. Il est protégé par les conventions internationales signées par de nombreux pays. En Belgique, pour avoir le droit de manifester, il faut une autorisation préalable de la commune. Cette autorisation doit être demandée une dizaine de jours à l'avance. Le règlement général de police de chaque commune indique la manière dont l'autorisation de manifester doit être demandée. Mais comme on vient de le dire, manifester c'est un droit fondamental. Manifester pacifiquement, c'est quand même important de le préciser, donc liberté de manifester pacifiquement est un droit fondamental. Du coup, la procédure d'autorisation, elle ne peut pas aboutir à un refus total du droit. Même dans les cas où il n'y a pas eu suffisamment de temps pour demander une autorisation, la police et les autorités, elles ont l'obligation de tolérer une manifestation, à condition que celle-ci reste pacifique et ne bloque pas la circulation. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire d'être une organisation enregistrée, d'avoir un statut juridique d'ASBL ou autre pour avoir le droit de manifester. Toute association de fait, tout groupement ou même tout citoyen a le droit de manifester. De manière générale, on observe de plus en plus que ce droit fondamental n'est pas toujours respecté, y compris en Belgique où on dénonce de plus en plus de violences policières au sein des mouvements de manifestation pacifistes. Du coup, ce type de violence peut parfois nous décourager d'aller manifester. Je trouvais ça important de conclure ce point rapide en citant Police Watch, qui est l'observatoire des violences policières en Belgique. Donc si on a été témoin ou victime de violences policières, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux. On mettra toutes les infos dans la barre de description. Oui, dans la barre de description de notre podcast qui est mis en ligne sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions et où vous retrouverez l'intégralité de celle-ci avec toutes les infos en lien. Alors, merci beaucoup, Mel. Donc, la grève, maintenant, c'est une autre manière de se faire entendre. François, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de la grève ? Oui, tout à fait. Donc, on parle de grève lorsque les travailleurs décident volontairement et collectivement de ne plus effectuer leur travail pour une période temporaire sans avoir l'intention de démissionner. L'objectif, c'est de causer un désagrément en paralysant ou en ralentissant l'activité économique et d'exprimer son désaccord ou son mécontentement afin d'exercer une pression sur l'employeur ou sur les pouvoirs publics. Le droit de faire grève est un droit reconnu en Belgique par la Charte sociale européenne et la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation. Alors, est-ce que tu as un exemple de grèves importantes qui ont lieu dans l'histoire de la Belgique ? Alors oui, une des grèves importantes de l'histoire belge est celle des dockers anversois en juin 1936. Donc les dockers, ce sont les ouvriers qui chargent et déchargent les navires. Ils se sont mis en grève le 2 juin et ont très vite été suivis par des ouvriers des mines et des usines. Leur exigence était un salaire minimum, la semaine des 40 heures et des congés payés. Et très vite, on a retrouvé 500 000 travailleurs qui se sont mis en grève. Ils ont obtenu plusieurs victoires et notamment 6 jours de congés payés par an. Alors ça peut nous sembler très peu aujourd'hui, mais en fait, il faut savoir que leurs différents acquis constituent la base de notre sécurité sociale actuelle. Eh bien, merci les dockers anversois. Alors, et comment on organise une grève ? Alors la plupart du temps, les grèves sont organisées par des syndicats. Même si ce n'est pas obligatoire, ça pourrait être d'autres personnes, associations. Mais souvent, ce sont les syndicats, qui sont les organisations représentatives des travailleurs qui ont pour but de défendre les intérêts de ceux-ci. Pour organiser concrètement une grève, il y a des procédures, des règles qui se trouvent dans les CCT, les conventions collectives de travail. Ce sont les textes qui organisent un secteur de travail en particulier. Et avant de faire grève, les syndicats, dans la plupart des secteurs, ils doivent souvent négocier et donner un préavis. C'est-à-dire communiquer officiellement, en avance et dans certains délais, l'intention de faire grève en indiquant les revendications, les travailleurs concernés, la date, la durée de la grève, etc. Alors pendant une grève, bien sûr, on ne travaille pas, donc on n'est pas payé par l'employeur. Mais si la grève est reconnue par un syndicat et que le travailleur est affilié à un syndicat, il aura droit à une petite indemnité qui va compenser
une partie du salaire perdu. Je pense que c'est une 30aine d'euros par jour en général. Alors même si on a a priori le droit de faire grève, il y a des limites à ce droit. Dans certains secteurs, des travailleurs qui occupent une fonction essentielle peuvent voir leur droit de grève limité par un droit de réquisition de personnel, afin d'assurer les besoins vitaux de la population. Par exemple, dans la police ou les soins de santé, certains travailleurs peuvent être réquisitionnés pendant une grève pour assurer une continuation des services essentiels. Ouais, réquisition dont on a vu quelques exemples récents en France, où les gens n'étaient pas toujours d'accord sur la légitimité de ces réquisitions. Alors, la grève, c'est une action qui concerne souvent des travailleurs, mais pas uniquement. En effet, c'est possible d'organiser une grève dans d'autres contextes que le travail, comme par exemple une grève d'étudiants. Eh bien, écoute, merci François. On va maintenant recevoir notre invité Sylvain, qui va nous parler de désobéissance civile et que nous allons laisser discuter avec Dayuma. Oui, donc rebonjour Sylvain. Donc toi, on t'a invité parce que tu es un militant de la cause climatique et environnementale et tu as déjà participé à des actions de désobéissance civile et donc tu as accepté de venir nous en parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une des actions que tu as faites, à laquelle tu as participé ? Oui, donc bonjour tout le monde. Donc effectivement, j'ai participé à plusieurs actions de désobéissance civile, à chaque fois dans le cadre de la lutte climatique. La dernière à laquelle j'ai participé, c'était en octobre 2022, c'était l'action Code Rouge. Donc c'est une action assez inédite en Belgique de par son ampleur. Donc il y a plus de 1000 personnes en fait qui ont participé. Et notre objectif, c'était de bloquer les infrastructures de Total. Une infrastructure de Total, on a été bloqué l'infrastructure de Feluy pendant tout un week-end. Donc on s'est placé sur les différentes routes, les différents ronds-points d'accès. Et donc on a complètement bloqué l'accès au dépôt en restant là en fait tout le week-end. Donc on a dormi là, on mangeait, on a discuté, on a eu des débats avec les gens, etc. Mais donc l'idée c'était vraiment de rester sur place et à la fin du week-end, on est parti. Donc notre but c'était de sensibiliser à la problématique des énergies fossiles. Donc on demandait la sortie des énergies fossiles, on demandait un accès à l'énergie pour tous. Une meilleure isolation des bâtiments, mettre en place une taxe pour les gros pollueurs. Donc en gros, vraiment les différentes revendications du mouvement climat aujourd'hui. Et en quoi est-ce que, pourquoi est-ce que c'est une action de désobéissance civile en particulier ? En quoi ça se différencie par exemple de la manifestation ? Oui, alors la désobéissance civile, effectivement, c'est particulier, déjà parce que c'est de la désobéissance. Donc en fait, c'est une action illégale. Donc la manifestation, comme vous l'avez dit avant, c'est légal, ça doit être autorisé la plupart du temps. Ici, on est vraiment dans l'illégalité, donc on va enfreindre une loi. Après, il y a différentes autres caractéristiques, c'est que c'est public, en général c'est non violent. On va demander un changement, donc là souvent c'est un peu la même chose que la manifestation, donc on demande un changement politique, institutionnel, et les gens qui y participent, c'est important aussi, savent que ce qu'ils font est illégal. Et donc en général on est prêt à avoir des conséquences juridiques, on sait qu'il est possible qu'il y ait des contacts avec la police, on sait qu'on peut être arrêté, qu'on peut avoir des amendes, et donc on y va en sachant qu'on le fait, mais en croyant en notre cause en fait. C'est vraiment ça, on le fait parce que pour nous c'est très important. Et donc ici, en quoi c'était illégal votre action ? En fait, c'était de l'occupation de l'espace public, donc on était sur la voie publique et on a bloqué, donc on peut imaginer entrave à la circulation. Voilà, on n'a pas le droit d'empêcher les gens de passer sur une voie publique et d'empêcher des gens d'entrer et de sortir sur une propriété privée, en fait, qui était le dépôt de Total. Et du coup, il y avait des risques c'était quoi les risques que vous couriez ? Alors, le risque principal, c'était d'être arrêté de manière administrative et donc de passer 12 heures en cellule, donc être contrôle d'identité et être... en garde à vue. En garde à vue, c'est ça. Il y avait peu de chances qu'il y ait des conséquences pénales parce que justement, on avait un consensus avec tous ceux qui participaient d'être non violents, donc de détruire ni le matériel, même s'il y a des personnes qui étaient là, d'être non violents envers les personnes. Donc c'est aussi pour ça que c'est de la désobéissance civile. On fait attention à rester non violent. Donc il y avait peu probable qu'il y ait des poursuites pénales. Mais donc voilà, principalement, ou alors éventuellement des amendes civiles. Pourquoi toi tu t'engages dans ce genre d'action et pas simplement une manifestation ou quoi ? Pourquoi toi tu choisis la désobéissance civile ? J'ai participé à des manifestations et à d'autres actions, mais aujourd'hui j'ai la sensation qu'en fait ça fait pas vraiment avancer les choses. Il y a eu beaucoup de marches, il y a eu beaucoup de gens dans les rues, etc. en Belgique, et on voit qu'en fait ça n'a rien changé. Ça donne l'impression que les politiques se moquent un peu de nous. Tu as notamment participé aux marches sur le climat. Ouais, j'ai notamment participé aux marches pour le climat, et en fait c'est un peu une désillusion après, parce qu'on, sur le moment et même au niveau des médias, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé, et en fait après les mesures ne suivent pas. Et donc l'idée c'est d'avoir des actions un peu plus coup de poing, qu'on va plus parler dans les médias, plus sur les réseaux sociaux, pour plus sensibiliser l'opinion publique aussi à ce niveau-là.
Et justement, est-ce que tu as d'autres exemples d'actions de désobéissance civile qui ont eu un gros impact au niveau médiatique ou qui ont fait changer les choses? Oui, par exemple, ça existe depuis longtemps, depuis vraiment le début du XXe siècle, même avant. Là, j'ai un exemple, c'est en 1955, ça se passe aux États-Unis, c'est Rosa Parks, donc qui est une noire américaine. À l'époque, dans beaucoup d'États, il y avait encore la ségrégation, donc la vie était différente si on était noir ou blanc. Et là, en l'occurrence, ça se passait dans un bus, donc certaines places dans le bus étaient réservées aux personnes blanches, d'autres aux personnes noires. À partir du moment où il n'y avait plus de place pour les personnes blanches, les rangs pour les personnes noires reculaient jusqu'à ce qu'ils restent debout. Donc c'était priorité aux places assises pour les personnes blanches. Et elle, en fait, a refusé de céder sa place à un blanc. Elle a été mise dehors du bus, elle a eu une amende, elle a été poursuivie pénalement. Mais finalement, tout ça a amené à une mobilisation, à une grève générale de la part en fait, de toutes les personnes noires et de certaines personnes blanches qui soutenaient de ne pas prendre les bus, en fait, finalement, à Montgomery. Donc c'est la ville dans laquelle ça s'est passé, en Alabama. Et donc plus personne n'a pris les bus et ça a amené de fil en aiguille en fait, à une plus grande mobilisation de l'opinion publique pour les droits des Noirs aux États-Unis et ça a amené à l'abolition de la ségrégation. Bon, évidemment, elle n'était pas la seule à travailler là-dedans, il y a eu beaucoup d'autres acteurs, mais c'est un des grands événements qui ont vraiment poussé la cause et c'est parce qu'elle a désobéi ce jour-là. Je ne sais pas si vous voulez encore poser une Oui, question. moi je voulais savoir s'il y avait d'autres exemples plus contemporains de désobéissance civile en Belgique ou en Europe dont tu as entendu parler, des mouvements que tu trouves inspirants ou qui ont peut-être actuellement fait bouger des choses ou commencent à faire bouger des choses. Oui, il y en a effectivement assez régulièrement. Moi, un exemple que je trouve surtout en Belgique qui est très intéressant, c'est de nouveau par rapport à la grève climatique, mais c'est les grèves scolaires en fait, qui ont été lancées par Greta Thunberg et repris en Belgique notamment par Anuna de Wever et Adelaide Charlier, où il y a vraiment eu un énorme mouvement des jeunes, des jeunes écoliers d'humanité qui ont désobéi en fait, en refusant d'aller à l'école pour sensibiliser sur la cause climatique. Et l'ampleur a été assez inédite en Belgique. Bon, la mobilisation a été freinée notamment par le Covid, mais ça a été quelque chose d'assez important en Belgique. Après, effectivement, il y a beaucoup d'autres causes pour laquelle on s'est battu. Dans les années 90, il y a eu, et ils se battent encore aujourd'hui, il y a eu ACT UP, par exemple, aux États-Unis et en France, qui se battaient pour reconnaître le danger du sida, pour plus de sensibilisation au sida. Voilà, il y a vraiment beaucoup de causes et actuelles encore aujourd'hui. Eh bien, merci Sylvain pour ton intervention. Alors, c'est vrai que voilà, ça peut mener à réfléchir en se disant que parfois, pour changer une loi qui est pourtant légale et qui n'est pas toujours juste, on doit se mettre hors la loi. Merci beaucoup d'être venu parler de désobéissance civile avec nous. On va faire une dernière pause musicale. Color Box, The Moon is Blue. Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez la Jury Clique. À tout de suite. Feel the hands that shake this world, then try to understand. When the light shines down and the time goes slowly,
C'était Colorbox, Moon is Blue. Vous écoutez toujours la Jury Click sur Radio Panique 105.4. Alors avant notre pause, on a parlé manifestation, grève, désobéissance civile. On va parler maintenant de lancer ou signer une pétition ou participer à une assemblée citoyenne. Avant que tu commences, Mélanie, je voulais quand même rapidement, même si on va en reparler à la fin, vous signaler qu'on a édité chez Info Jeune Bruxelles un guide citoyenneté qui reprend tous ces concepts parce qu'il y en a beaucoup. Mais on vous expliquera plus à la fin. Alors Mel, dis-nous un peu plus sur les pétitions. Ben oui, donc la pétition qui est un moyen qui s'est vraiment développé avec le web en fait et les possibilités de s'engager à distance. Une pétition, c'est un moyen pour le citoyen de faire une demande directe aux autorités publiques. On peut adresser une pétition à différents niveaux de pouvoir, donc par exemple au niveau fédéral belge, mais aussi au niveau de l'Europe ou à plus petite échelle comme au niveau des régions. En fait, ça dépend surtout du contenu de la pétition. Il faudra l'adresser au niveau de pouvoir qui est compétent par rapport à ce qu'on demande. Par exemple, c'est pas du tout pertinent d'adresser une pétition qui demande une modification de l'organisation du système scolaire belge au Parlement européen. Concrètement, une pétition se présente tout simplement sous forme de texte sur lequel sont présentées des signatures recueillies auprès de la population dans la rue ou en ligne. La demande exprimée au travers de la pétition doit concerner tout le monde. Il s'agit bien de demander un changement durable qui va profiter à l'ensemble de la société. Alors une pétition, c'est un réel moyen de pression dans le sens où elle peut faire modifier une législation ou s'y opposer. Donc quand on signe une pétition, c'est généralement dans le but de faire bouger les choses ou de marquer son soutien à une demande, une cause qui nous touche ou nous intéresse. Il faut préciser aussi que signer une pétition, c'est pas un acte anonyme ou anodin. C'est vraiment s'engager en tant que citoyen et c'est pourquoi lorsqu'on signe une pétition, on nous demande d'apposer notre signature et d'être identifiable, c'est-à-dire d'indiquer au moins notre nom, prénom, date de naissance et notre adresse. Alors une pétition, c'est une démarche assez officielle finalement qui est encadrée ou prévue par la loi. Oui, tout à fait. Donc en fait, les différents niveaux de pouvoir ont établi des règles par rapport aux pétitions, à leur recevabilité et la manière dont ils doivent agir lorsqu'ils en reçoivent une. Par exemple, au niveau fédéral en Belgique, tout citoyen âgé d'au moins 16 ans accompli peut porter plainte, faire une proposition sur le droit belge ou partager une observation concernant les droits humains. Si la pétition lancée récolte au moins 25 000 signatures, dont 14 500 effectuées par des personnes domiciliées en région flamande, 8 000 en Wallonie et 2 500 à Bruxelles, alors la Chambre des représentants, elle a l'obligation de l'examiner et d'y donner une réponse. Même chose pour le niveau régional. À Bruxelles, tout citoyen bruxellois âgé d'au moins 16 ans accompli a le droit d'être entendu par le Parlement bruxellois dès que sa pétition recueille 1000 signatures. Alors ce quota donne automatiquement le droit de participer au débat en séance plénière qui concerne sa pétition et de recevoir une réponse du Parlement bruxellois au plus tard dans les 6 mois de l'introduction de la pétition. Alors pour tous les Bruxellois qui nous écoutent, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des pétitions qui sont actuellement déposées auprès de la région sur le site democratie.brussels. Vous verrez qu'il est possible de signer des pétitions dont les demandes sont assez diverses et variées, comme celle qui demande la gratuité de la STIB pour les chômeurs, ou encore l'interdiction de reconnaissance faciale à Bruxelles, et même une pétition qui souhaite que la région fasse quelque chose par rapport aux gens qui crachent dans la rue. Tout un programme. Ouais. J'ai une petite question, je ne sais pas si tu sauras répondre, mais est-ce qu'il y a un temps limite pour récolter toutes les signatures ? C'est une très bonne question. Il me semble que c'est 1 an, mais je ne suis pas certain. D'accord. En tout cas, il y a un délai à vérifier sur le site. Toutes les infos sont sur le site démocratie.brussels. Ok. Alors, on sait que depuis plusieurs années, il y a une crise de confiance entre les citoyens et les élus politiques. Certains estiment aussi que les citoyens n'ont pas assez d'espace d'expression et de participation. Alors, pour tenter de remédier à cette défiance, il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour dans le but d'accroître ce dialogue entre citoyens et élus politiques. C'est le cas des assemblées citoyennes tirées au sort. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, François ? Oui, donc voilà, au début des années 2000, a commencé à émerger l'idée en Belgique de créer des assemblées citoyennes à côté des parlements existants qui pourraient délibérer sur des questions politiques. L'idée est de rassembler des citoyens pour qu'ils puissent débattre de différentes questions politiques et faire remonter leurs avis aux représentants. Alors, il y a d'abord eu des initiatives ponctuelles initiées par des citoyens. Par exemple, en 2011, des citoyens ont organisé ce qu'on a appelé le G1000. 1000 personnes ont été tirées au sort et ont débattu toute une journée sur des sujets de société et ont ensuite fait des recommandations aux politiques. Puis par la suite, certains parlements ont créé des systèmes plus durables et formalisé
d'assemblées composées totalement ou en partie de citoyens tirés au sort. C'est le cas notamment du Parlement de la communauté germanophone ou du Parlement bruxellois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ici à Bruxelles? Oui, donc à Bruxelles, il existe depuis 2021 les commissions délibératives. Ce sont des petites assemblées qui sont créées pour une courte durée dans le but de débattre d'un sujet spécifique et de faire des recommandations au Parlement. Cette commission est composée à la fois de parlementaires, donc des personnes élues, et des citoyens non élus, qui sont spécialement tirés au sort pour l'occasion. La thématique débattue peut être proposée soit par les parlementaires, soit par les citoyens via le système des suggestions. Tout citoyen bruxellois de 16 ans au moins, peut déposer une suggestion de thématique sur le même site que celui pour les pétitions, le site démocratie.brussels. La suggestion peut porter sur une grande variété de thématiques pour autant qu'elle relève des compétences de la région bruxelloise, par exemple l'emploi, la santé, la sécurité, la mobilité, le logement, etc. Si la suggestion réunit au moins 1000 signatures sur la plateforme, le Parlement bruxellois doit organiser alors une commission délibérative pour débattre de la proposition. Et cette commission sera composée de 3/4 de citoyens tirés au sort et 1/4 de parlementaires. Le tirage au sort, on va l'organiser de telle sorte qu'il soit représentatif de la population bruxelloise. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver la même proportion d'hommes et de femmes que dans la population bruxelloise, mais aussi la même proportion de personnes diplômées ou non, de jeunes ou moins jeunes, etc. La commission, elle va se réunir plusieurs fois pour discuter et débattre, et après plusieurs réunions, la suggestion aboutira à des recommandations qui pourront elles-mêmes être à l'origine de nouvelles lois bruxelloises et orienter ainsi les décisions politiques. On peut donner quelques exemples depuis la création du système. On a des commissions délibératives sur le bruit en milieu urbain, la 5G, le sans-abrisme, la biodiversité en ville, la formation en alternance à Bruxelles, etc. Alors, si on est tiré au sort par une de ces commissions, est-ce qu'on est obligé de participer? Non, c'est volontaire. Mais le tirage au sort permet d'ouvrir la participation à tous les types de personnes. Parce que si on faisait juste appel à des volontaires, le risque, ce serait de n'avoir que des personnes déjà intéressées par le thème ou prédisposées à participer à des débats politiques. Or, on veut ouvrir la participation à tout type de personnes, même les moins renseignées ou celles qui se jugent elles-mêmes moins compétentes pour donner leur avis. À savoir qu'on peut tirer au sort dès l'âge de 16 ans et pour autant qu'on réside à Bruxelles. Très bien, merci François pour toutes ces explications. Si ça vous intéresse, sur démocratie.bruxelles, vous pouvez retrouver l'ensemble des suggestions. Si l'une d'entre elles vous interpelle, apportez votre soutien en la signant. On va écouter une dernière intervention avec Mel qui va nous parler de encore d'autres alternatives auxquelles le citoyen peut avoir recours pour manifester son engagement. Oui, on va en survoler quelques-unes parce qu'il y en a vraiment encore plein d'autres. Alors, on peut commencer peut-être par s'engager via sa consommation, donc sa consommation de nourriture, mais pas que. Et on le voit en fait, de plus en plus de citoyens commencent à réellement consommer de manière plus engagée. En fait, choisir de ne pas consommer ou de moins consommer certains biens ou services, c'est une manière d'exprimer ses valeurs et de donner ou retirer son soutien à des entreprises, des services, des États ou encore des personnes. Si plus personne n'achète un bien de consommation, on peut supposer que celui-ci ne sera plus produit. On peut ici penser par exemple aux véganes ou on peut en citer la cancel culture qui est cette tendance actuelle à boycotter certaines personnalités sur les réseaux parce que leur image ou ce qu'elles représentent n'est pas en corrélation avec nos valeurs. Sans parler bien entendu de la consommation au quotidien de produits locaux ou de choix de la récup et de la seconde main. Alors une autre façon de s'exprimer, c'est bien entendu s'exprimer par l'art. L'art engagé ou militant sont des formes artistiques dont le but est d'alerter, de dénoncer ou de sensibiliser le public. On peut citer ici Banksy et le graffiti, mais ça peut aussi passer par le théâtre engagé ou par la chanson. Par exemple, de nos jours, quand on entend Bella Ciao, on pense tous à la série Casa de Papel, mais en réalité, cette chanson a été l'hymne antifasciste italien pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut citer aussi le cinéma d'auteur, mais pas que, le cinéma populaire, avec par exemple le dernier film de Leonardo DiCaprio, Don't Look Up sur Netflix, qui faisait une corrélation avec le fait que personne n'écoute quand on nous annonce quelque chose et qu'on fait un peu un déni général. Je vais revenir maintenant un peu en Belgique en citant encore 2 possibilités concrètes pour participer à la démocratie. La première, c'est bien entendu tout simplement de s'engager soi-même en politique. Et c'est tout à fait possible de le faire pour les jeunes. Pour se présenter aux élections, il faut avoir 18 ans ou 21 ans pour les élections européennes et répondre à certaines conditions, par exemple de nationalité ou de résidence, qui dépendent en fait du type d'élection auquel on souhaite se présenter comme candidat.
Pour les mineurs, il y a d'autres possibilités, comme par exemple les organisations de jeunesse politique. Elles soutiennent généralement les valeurs d'un parti dont elles portent les couleurs, sans pour autant faire concrètement partie de ce parti. C'est un bon moyen de se familiariser avec le monde politique et son fonctionnement, et pourquoi pas démarrer une carrière pour faire bouger les choses. Et puis finalement, à un niveau plus local, il est possible aussi de participer à un conseil de jeunes dans sa commune. Le but de ces conseils, c'est de permettre à un groupe de jeunes âgés de 12 à 18 ans d'avoir un lieu d'échange, de réflexion, où la parole leur est donnée afin qu'ils puissent exprimer leur avis sur la commune. Alors finalement, je termine, pour tous ceux qui n'ont pas le temps physiquement de s'engager parce qu'ils ont déjà une vie bien remplie, mais il est également possible de montrer son soutien à certaines causes en faisant tout simplement des dons à des associations qui défendent ces causes. Voilà pour ce rapide coup d'œil qui démontre que si on a envie de s'engager, eh bien c'est tout à fait faisable à sa propre échelle et selon le temps et les moyens que l'on souhaite consacrer à son engagement. Merci Mel pour ce tour d'horizon des différents moyens de participer, s'engager et défendre ses idées. On espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, Infor Jeunes Bruxelles a publié sur son site tout un dossier sur le sujet dont je vous parlais tantôt. Donc ça s'appelle « Comprendre, participer pour le monde de demain » et vous pouvez le retrouver sur ijbxl.be dans notre onglet citoyenneté. Vous pouvez le télécharger, il est en PDF ou le consulter en ligne directement. On développe plein d'infos sur le système politique belge, c'est pas peu dire, qui est très complexe, mais normalement, là, les infos devraient vous éclairer. Et on fait un tour d'horizon des différents moyens d'expression et d'action. Et on n'y parle pas que de Leonardo DiCaprio, dont l'implication pour le climat est un peu ambiguë. Vous retrouverez aussi cette émission en podcast sur la chaîne YouTube d'Infor Jeunes Bruxelles. Et puis enfin, si vous êtes élève ou enseignant du 3e degré secondaire à Bruxelles et que vous souhaitez que votre classe participe à la prochaine édition de l'opération Quand les jeunes se mêlent de politique, comme le rappelait François tout à l'heure, et qui est organisé par le collectif Debagora, n'hésitez pas à contacter Infor Jeunes Bruxelles pour plus d'infos ou directement le collectif via l'adresse info@debagora.be. Eh bien, je vous remercie tous pour votre participation et on se retrouve le mois prochain sur Radio Panique 105.4. Salut, Merci, bonne journée.